Ce plat pays qui marie jusqu'à l'horizon les couleurs du ciel et de la terre, c'est la Hollande. Et c'est aussi la Flandre. Deux pays unis par la nature avant d'être séparés par les hommes. À partir du XVe siècle, de petites villes situées sur le bord des rivières et des canaux ou dans les vastes estuaires du Rhin et de l'Escaut deviennent le centre d'une intense activité commerciale. Gand, Bruges, Anvers se développent et s'embellissent autour de leurs grandes places. Delft, Haarlem et Amsterdam, plus secrètes, s'enrichissent en lançant leurs voiliers à l'assaut du monde. Pendant des siècles, ces villes du Nord rayonnent sur l'Europe. Cette prospérité économique s'accompagne d'une renaissance artistique qui ouvre la voie à quelques-uns des plus grands peintres de l'histoire. Guidés par le raffinement et la spiritualité de Van Eyck ou de Memling, éclairés par la puissance de Rembrandt, l'exubérance de Rubens, le dynamisme de Frans Hals, la lumière de Vermeer et la modernité de Van Gogh, nous allons remonter le temps en naviguant sur les fleuves dans le sillage des maîtres flamands et hollandais. C'est à Amsterdam que commence notre voyage. Fondée au XIIIe siècle à l'embouchure de la rivière Amstel, la ville tire son nom des dames, les digues en néerlandais, que les habitants doivent construire pour se protéger de la mer. Naviguer sur les principaux canaux qui quadrillent la ville constitue une véritable leçon d'histoire. Au XVIe siècle, à l'époque où les guerres de religion ravagent l'Europe, Amsterdam opte pour la réforme et l'austérité calviniste. Au lieu de palais somptueux et rutilants, la ville invente un urbanisme discret composé de demeures bourgeoises, maisons d'armateurs ou de riches commerçants. Appartenant depuis Charles Quint au très catholique royaume d'Espagne, la Hollande finit après un siècle de guerre par obtenir son indépendance en 1578. Amsterdam accueille alors les protestants flamands, les juifs espagnols et plus tard les huguenots français fuyant les persécutions. En quelques décennies, la ville devient riche et prospère, à l'image de son port, symbole de la puissance commerciale et maritime hollandaise. La situation d'Amsterdam était idéale pour développer le commerce, grâce à sa position à un carrefour des routes commerciales maritimes entre le nord et le sud, l'ouest et l'est de l'Europe. Dès le début du XVIIe siècle, le siècle d'or de la République néerlandaise, il était clair pour les étrangers que la Hollande possédait la plus grande flotte d'Europe. À une certaine époque, il y avait aux Pays-Bas plus de bateaux de commerce ou de guerre que dans l'ensemble de l'Europe. Afin de contrer l'Espagne, les Hollandais décident de constituer leur propre empire colonial. C'est dans ce but qu'ils fondent des compagnies maritimes, notamment la puissante VOC, Compagnie des Indes orientales, en 1602. Les bénéfices que dégageait chaque bateau, les fameux Indiaman, au cours d'un seul voyage entre Amsterdam et les colonies indonésiennes, étaient considérables, inimaginables aujourd'hui. C'est grâce à cela qu'une élite très riche s'est constituée à Amsterdam et dans d'autres villes de Hollande. Ces gens accumulaient de l'or, dans le vrai sens du terme, grâce au commerce vers l'Asie. Cela leur a permis de construire de belles maisons, de creuser des canaux et de décorer ces maisons avec des œuvres d'art. Ils ont donc commandé des œuvres aux artistes comme Rembrandt ou Vermeer, ainsi qu'à de nombreux autres peintres de la marine, qui, à la demande de la VOC et de l'amirauté néerlandaise, ont réalisé des toiles représentant les grandes batailles de la flotte. Cette réplique d'Indiaman qui accueille les visiteurs du musée maritime symbolise la suprématie hollandaise sur les mers au XVIIe siècle.
Mais c'est au Rijksmuseum qu'il faut se rendre pour découvrir la peinture hollandaise du fameux siècle d'or, et notamment quelques chefs-d'œuvre du plus célèbre d'entre eux, Rembrandt. Quel peintre! Il est vraiment passionnant d'observer son style tardif, comme ici dans cet autoportrait de Rembrandt. Nous admirons sa façon d'appliquer le pinceau de Rembrandt qui donne aux couleurs à la surface de la toile transparence et fluidité. Nous avons l'impression de voir la texture même de la peau. Et bien sûr, dans ce portrait tardif, on découvre la finesse des zones d'ombre et de lumière. Et c'est le jeu entre d'un côté les zones d'ombre et de l'autre les zones de lumière qui finissent par modeler le visage et donner au personnage toute son expression. Nous avons vraiment l'impression d'être ici en face de Rembrandt, de pouvoir presque lui parler et lui demander « Rembrandt, qu'est-ce que vous voulez nous dire ?» Tout Amsterdamois digne de ce nom se déplace en vélo. Un moyen de transport, bien sûr, mais également un mode de vie. Vélo et canot contribuent tout autant que la tolérance, la libre pensée et le cosmopolitisme au caractère et au charme d'Amsterdam. Au fil des siècles, la ville se transforme. De nouveaux canaux sont creusés pour accompagner l'expansion et l'arrivée des émigrés fuyant les persécutions espagnoles. C'est dans ce quartier où se mêlent des réfugiés juifs du Portugal et des artistes que Rembrandt décide de s'installer en 1639. Les gens qui viennent à la maison de Rembrandt sont des pèlerins, voulant visiter l'endroit où l'un de leurs héros a vécu autrefois. Ce qu'ils essaient de retrouver ici, c'est un peu de l'atmosphère qui y régnait quand Rembrandt y vivait. Ils essaient ainsi de se rapprocher de l'artiste lui-même, comme s'ils étaient entrés d'une certaine façon dans une sorte de machine à remonter le temps. Ils découvrent ainsi le lieu où ces chefs-d'œuvre ont été réalisés, et ainsi ils peuvent peut-être mieux comprendre l'artiste. Quand Rembrandt a acheté cette maison, ça allait bien pour lui. Il gagnait déjà beaucoup d'argent, peignait beaucoup de portraits, il avait beaucoup d'élèves qui travaillaient ici. Il avait donc les moyens d'acheter cette maison, qui pourtant était une maison très chère. Il avait obtenu un prêt pour l'acheter. Mais il n'a pas réussi à le rembourser et fut finalement déclaré en faillite au bout d'une vingtaine d'années. Un notaire est donc venu et a fait une liste de tous les objets qui étaient dans cette maison. Grâce à cette liste, nous savons qu'il possédait un tas d'objets très chers et très rares, venant des 4 coins du monde. Des objets exotiques provenant de l'Orient, notamment de l'Inde et de la Chine.
Beaucoup de gens pensent que Rembrandt est mort pauvre et malheureux, et que l'on n'avait pas reconnu son génie de son vivant. Mais ce n'est pas le cas. Rembrandt fut célèbre jusqu'à la fin de sa vie. À bord de l'Elegant Lady, notre bateau, nous quittons Amsterdam. Naviguant sur les canaux qui traversent la campagne hollandaise ou sur le Rhin, nous nous dirigeons vers la Flandre et le port d'Anvers. Au petit matin, nous approchons d'Anvers. Nous sommes à 70 km de la mer, mais la densité et le gigantisme des infrastructures portuaires et industrielles d'Anvers, second port d'Europe, nous ferait presque oublier que c'est sur les bords d'une rivière, l'Escaut, que la ville est née au Moyen Âge. La capitale de la Flandre est une ville très active. Le dynamisme économique d'aujourd'hui, lié à la puissance du port, ne doit pas faire oublier qu'Anvers est héritière d'un riche passé marchand, lié non seulement à l'industrie textile, mais également au commerce du diamant. Au début du XVIe siècle, en découvrant la route maritime vers les Indes, les Portugais possèdent le monopole du diamant. Mais suite aux persécutions dont ils sont victimes, les Juifs quittent le Portugal et s'installent à Anvers, dont ils font ce qu'elle est encore aujourd'hui, la capitale mondiale du diamant. Tandis que dans le secret des ateliers, ces artisans taillent les 57 facettes qui donnent au diamant toute leur brillance, au musée des Beaux-Arts d'Anvers, loin des regards des visiteurs venus admirer les collections de peintures, se cachent d'autres trésors. Réalisé en 1441 à la demande de l'évêque de Tournai, le retable en cours de restauration est l'œuvre de Roger van der Weyden, l'un des peintres flamands dont l'influence des compositions marqua durablement l'art occidental.
ce Van der Weyden, c'est 3 panneaux en fait qui font une unité. Donc ici on voit le panneau central. Ma collègue travaille sur les deux volets, mais souvent le soir ou le week-end on les met ensemble justement pour évaluer où il faut travailler pour mieux faire sortir l'original, quoi. On se balade petit à petit à travers tout le tableau et on remarque chaque petit détail et on réfléchit là-dessus. Et à cause ou grâce à cette restauration, il y a aussi beaucoup de découvertes vraiment au point de vue histoire de l'art qu'on a fait, quoi. Ouais. Au pied des hautes colonnes gothiques, les hommes et les femmes qui s'animent sous le pinceau coloré et précis de Roger van der Weyden évoquent la société de la Flandre médiévale. On y découvre les seigneurs et les prêtres, et sans doute aussi les artisans. Si le château qui domine l'Escaut incarnait le pouvoir seigneurial, les rouages de l'économie étaient aux mains des artisans, regroupés au sein de puissantes associations, les guildes. Nées au début du XIVe siècle, les guildes connurent leur apogée entre le XIVe et le XVe siècle. Elles continuèrent d'exister jusqu'à l'occupation française à l'époque de la Révolution. Chaque artisan était obligé d'adhérer à une guilde. Elles avaient donc le monopole. Leurs membres étaient protégés. Elles décidaient tout à la fois des matériaux que les artisans devaient utiliser, mais également de la façon dont ils devaient travailler. Les guildes avaient aussi un rôle social. Quand leurs membres tombaient malades, ils recevaient une pension pendant une certaine durée. De la même façon, les guildes venaient en aide aux veuves et aux orphelins. Nous arrivons sur la grande place du marché, qui était la place centrale d'Anvers. On y découvre de nombreuses maisons de guildes, ainsi que l'hôtel de ville. Le marché s'y tenait quotidiennement, et 2 fois par an, la place accueillait un marché pour le commerce international. Parmi les maisons qui donnent sur la place, la maison d'Espagne est la plus haute. Cette façade authentique abrita la guilde des peintres anversois durant le XVIe et le XVIIe siècle. Rubens a été membre de cette guilde ainsi que d'autres peintres importants à leur époque, comme Anton van Dyck et Jacob Jordaens. Conséquence du conflit qui oppose catholiques et protestants, les Espagnols s'emparent d'Anvers en 1585 et ferment l'Escaut dont l'estuaire est en Hollande. C'est alors que son activité économique décline qu'étonnamment, la ville connaît son âge d'or culturel. Après un long séjour en Italie où il rencontre Titien, Véronèse et le Tintoret, Rubens rentre à Anvers. Depuis sa maison, qui est aussi son atelier, il réalise des œuvres pour les grands de ce monde et devient le peintre le plus célèbre de son temps. Rubens était très connu. C'était le peintre le plus célèbre de l'Europe de l'Ouest. Il travaillait pour le roi d'Espagne, la reine de France, Marie de Médicis, et même pour le roi d'Angleterre. Il employait beaucoup d'apprentis car il recevait beaucoup de commandes et ne pouvait donc pas tout faire lui-même. Il faisait également appel à d'autres peintres. Ce fut notamment le cas pour achever les tableaux commandés par Marie de Médicis. Il est sûr que Rubens a été influencé par l'art antique et par la Renaissance italienne. Il a fait des voyages en Italie comme cela se pratiquait à l'époque pour étudier les œuvres des maîtres de l'Antiquité, mais aussi le travail du Caravage et du Titien.
On le devine dans les œuvres qu'il réalise à son retour en 1609. Son œuvre devient plus mûre et plus dynamique. Baroque, en un mot. Retour au musée des Beaux-Arts. À 2 pas de l'atelier où l'on restaure avec minutie le retable de Van der Weyden, on découvre l'étoile magistrale de Rubens. Théâtrale, colorée, dynamique, dépassant ses influences italiennes, l'œuvre de Rubens est à l'origine d'un style nouveau qui va s'imposer dans l'Europe entière. Quittant Anvers, nous reprenons notre navigation sur l'Escaut au travers de la Flandre en direction de Gand, la prochaine escale. Du château fort des comtes de Flandre aux élégantes maisons décorées de façades à pignons baroques, c'est toute l'histoire de Gand qui s'écrit dans la pierre. Grâce au profit de l'industrie drapière, la ville s'embellit durant tout le Moyen-Âge. Mais au-delà de l'hôtel de ville au gothique flamboyant ou du puissant beffroi qui domine la ville, c'est à la cathédrale Saint-Bavon qu'il faut se rendre pour admirer le plus précieux des trésors de Gand. L'adoration de l'agneau mystique est le chef-d'œuvre du premier des grands maîtres flamands, Jan van Eyck. C'est Hubert, son frère aîné, qui commence à peindre le polyptyque en 1425. Mais il meurt l'année suivante. Jan poursuit l'ouvrage qu'il achève en 1432. Au lieu de peindre comme ses contemporains, à la tempera, un liant soluble dans l'eau, Jan van Eyck, en précurseur, utilise la peinture à l'huile. C'est elle qui donne aux couleurs cette transparence, traduisant les innombrables variations de la lumière, exécutant avec une étonnante finesse le plus petit détail. Jan van Eyck exprime la beauté de la création et nous enseigne l'amour de la nature. Quittant la cathédrale Saint-Bavon, nous nous dirigeons vers l'ancien port de la ville médiévale. La ville est située au confluent de 2 rivières. En empruntant le cours de la Lys, on pouvait venir de France, alors qu'en suivant l'Escaut, on rejoignait Anvers et au-delà, la mer du Nord. Dès le Moyen-Âge, on pouvait donc faire du commerce jusqu'à Saint-Pétersbourg. La ville était un important carrefour commercial. Les Italiens venaient jusqu'ici à Gand et les commerçants de Flandre se rendaient en Italie. C'est au XVe siècle, à l'époque des rois de Bourgogne, que la ville connut sa plus grande activité. Les premiers artistes à arriver ici venaient de Flandre et furent connus plus tard sous le nom de primitifs flamands comme les frères Van Eyck.
Après Gand, nous nous dirigeons vers Bruges, la brillante cité des ducs de Bourgogne. Bateaux génois et vénitiens chargés des richesses de l'Afrique et de l'Orient, nefs ventrues déchargeant la laine anglaise, l'ambre ou les poissons fumés embarqués dans les ports de la Baltique, tous ces bateaux se retrouvent à Bruges, qui est alors le plus grand port commercial du nord de l'Europe. Tenue à l'écart de l'industrialisation du XIXe siècle, Bruges, cité du Moyen-Âge et de la Renaissance, revit aujourd'hui pour le plus grand plaisir des touristes. Si les boutiques de dentelle renvoient à un artisanat séculaire, l'installation récente d'un grand nombre de chocolateries n'a d'autre ambition que de faire du commerce en attirant les gourmands. Et force est de constater qu'en la matière, ils ont un certain talent. Loin des rumeurs de la foule et des tentations des ruelles marchandes, nous retrouvons avec délice le calme et la beauté de la ville médiévale. Bon, la ville, au fond, apparaît pour la première fois dans les textes au IXe siècle. Il faut bien savoir que la terre sur laquelle nous vivons, ça s'appelle d'ailleurs par un mot néerlandais, les polders. C'est de la terre gagnée sur la mer par les moines. À l'époque, on entrait en venant de la mer. Alors la toute première vue, la toute première impression de la part des étrangers, c'était, excusez-moi la comparaison, c'était le Manhattan médiéval, avec la taille des maisons et le grand nombre de maisons en pierre. Et nous avons connu notre apogée économique, par conséquent culturel, dans les années 1200, 1300, 1400. Toutes les nations étrangères avaient leur consulat chez nous. Et dans les années 1400, le tonnage des bateaux devenait de plus en plus grand, les canaux ne pouvaient pas être adaptés, on avait de plus en plus de problèmes avec l'ensablement de ce bras de mer, mais heureusement, les ducs de Bourgogne avaient décidé d'établir leur résidence chez nous, ce qui a attiré pas mal d'artistes. C'est la fameuse époque des primitifs flamands. Tous ces artistes ont été attirés par la splendeur bourguignonne, parce que c'est ainsi que les commerçants, mais aussi les courtisans, voulaient montrer et extérioriser leur richesse en demandant des œuvres à Van Eyck, à Memling et tant d'autres, tant d'autres. Dans le triptyque de Jean-Baptiste et de Saint Jean l'Évangéliste, exposé à Bruges, Memling fait preuve d'un certain sens du grandiose dans la composition. Possédant une technique parfaite, il peint avec délicatesse le moindre détail, allant jusqu'à exprimer la douceur et la somptuosité des tissus produits dans les ateliers de Bruges à son époque. Une légende locale veut que Memling était devenu mercenaire dans les armées de Charles le Téméraire. Et blessé, hâve, épuisé, il serait arrivé devant la porte d'un hôpital. Il a frappé, on lui a ouvert et c'était ici. Et en reconnaissance, il aurait fait des tableaux. En réalité, ce n'est pas le cas. On sait qu'il est né en Allemagne. Il a probablement suivi une école de peinture à Cologne. Il est passé par Bruxelles. Et sachant quand même que Bruges était une ville riche, où il y avait beaucoup de marchands étrangers, où il y avait quand même une bourgeoisie, où il y avait la cour de Bourgogne, il est venu à Bruges vers 1464 à peu près. Et il est resté une trentaine d'années. Il a eu une grande influence sur toute la peinture ici à Bruges. La châsse de Sainte-Ursule, reliquaire en forme de chapelle gothique destinée à recevoir les reliques de la Sainte, est l'œuvre la plus populaire du peintre.
Les tableaux miniatures ornant les côtés de la châsse racontent la légende du martyr de Sainte-Ursule. Ils témoignent de l'incroyable précision de Memling dans le dessin des monuments, des personnages et des objets. Loin de Memling, de Van Eyck et des étroits canaux de Bruges et de Gand, nous retrouvons les larges estuaires de la Hollande. La silhouette fantomatique des cargos se détachant sur l'horizon en feu nous confirme que nous approchons de Rotterdam, notre prochaine escale. Au matin, nous naviguons sur un bras de la Meuse au cœur de l'immense port de Rotterdam, le plus important d'Europe. Entièrement détruite par les bombardements allemands lors de la Seconde Guerre mondiale, Rotterdam s'est lancé avec détermination vers le futur. Le pont Erasmus, près duquel nous allons accoster, est devenu le symbole de la renaissance architecturale et culturelle de la ville. Pour les créateurs, Rotterdam, métropole surgie du néant, est devenu le terrain de tous les possibles et de tous les contraires, comme cet immeuble de verre et de métal au profil acéré, au pied duquel se pavanent avec insolence des péniches d'un autre âge. Clin d'œil esthétique de l'architecte ou simple fruit du hasard, cette tour incandescente qui s'élance à l'assaut du ciel nous fait penser à la tour de Babel, peinte il y a près de 5 siècles par Peter Bruegel l'Ancien. D'une certaine façon, le musée Boijnans van Beuningen, qui possède cette toile, est à l'image de la ville. En ouvrant ses collections aux peintres de toutes les époques, des primitifs flamands aux créateurs contemporains, il renoue inconsciemment sans doute les fils de l'histoire. Les œuvres d'art constituent le plus beau des remèdes contre l'oubli. Ce n'est pas un musée dont les collections évoquent l'histoire de la ville. C'est devenu un musée d'importance grâce aux revenus du port, qui est devenu l'un des premiers ports du monde. À l'origine, les collections recouvraient des périodes assez larges. Van Beuningen collectionnait par exemple Titien, Rembrandt, les impressionnistes, aussi bien que Van Eyck. C'est à partir de ce fonds couvrant une période très large que s'est développé le musée. Mais ce n'est qu'à partir de 1958, quand furent réunies les collections Van Beuningen et Boijnans, qu'on a décidé de s'ouvrir à l'art contemporain. Abstraction colorée de Vassili Kandinsky. Nouveau réalisme de Charles Tourop ou surréalisme de René Magritte. Les peintres comme les scientifiques du XXe siècle ont exploré une infinité de nouveaux mondes.
Alors que la nuit va bientôt s'emparer du ciel de Rotterdam, nous quittons le port que semblent surveiller d'étranges oiseaux de métal alignés sur le quai. Nous prenons la direction de Delft, immortalisée par Vermeer. Toute la ville du XVIIe siècle est là sous nos yeux, avec son clocher et ses canaux. Vermeer, qui travailla comme aubergiste à Delft, nous invite à découvrir l'intimité de gens simples, comme la célèbre laitière. Finesse du traitement, douceur de la lumière, chez Vermeer, le temps semble comme suspendu. Avec ses canaux qu'enjambent de petits ponts, sa tour penchée, Delft a conservé son charme d'antan. Si durant tout le Moyen-Âge, la ville est connue pour la qualité de sa bière et la finesse de ses draperies, à partir du XVIIe siècle, c'est à la faïence que Delft doit sa renommée. 4 siècles plus tard, les visiteurs sont toujours aussi nombreux à venir ici pour acheter la célèbre faïence bleue de Delft. Mais entre-temps, le marketing commercial ayant pris le pouvoir, Vermeer et Rembrandt sont mis à contribution pour améliorer les ventes. Cette ville a une longue tradition dans la porcelaine parce que déjà au XVIe siècle, de nombreux peintres et artistes sont venus à Delft. Quand le premier bateau en provenance d'Extrême-Orient apporta sa cargaison de porcelaine, cela donna des idées aux artistes locaux. Et c'est ainsi qu'ils créèrent leur propre industrie, ce que nous appelons aujourd'hui la porcelaine hollandaise. Nous le devons en partie à la Chine. Au XVIIe siècle, ce pays connut une guerre civile qui mit un terme aux exportations. Pendant cette période, seul un petit nombre de bateaux de la Vogue pouvaient importer la porcelaine d'Extrême-Orient. Les Hollandais sautèrent sur l'occasion pour prendre le marché et développer leur propre industrie. Et ce fut une réussite. Avant de reprendre le cours de notre navigation, nous faisons un petit détour en direction de La Haye. Bien qu'Amsterdam soit la capitale des Pays-Bas, c'est à La Haye que siège le gouvernement. Une tradition qui remonte à 1578, date à laquelle furent signés à La Haye l'abandon de la souveraineté espagnole et l'acte de naissance de la République de Hollande. De cette époque, la ville a conservé de jolies maisons patriciennes et de nombreux palais.
Dans un petit palais classique du XVIIe siècle, situé au cœur de la ville aristocratique, se cache l'un des plus intéressants musées de Hollande, le Mauritius. Dans l'atmosphère feutrée de petites salles, sont réunis quelques-uns des plus beaux chefs-d'œuvre du siècle d'or. Dans la leçon d'anatomie du professeur Tulp, Rembrandt, en grand maître de la lumière, accentue la dramaturgie de la scène tout en faisant preuve de réalisme dans le traitement anatomique du corps humain. Avec La jeune fille à la perle, Vermeer réalise sans doute l'un des plus beaux portraits de l'histoire de l'art. De retour à bord, nous poursuivons notre voyage au travers de la campagne hollandaise en direction de Kinderdijk. En arrivant à Kinderdijk, on a l'impression de se retrouver devant une toile de Van Ruysdael, l'un des plus grands peintres paysagistes hollandais du siècle d'or. Situés en bordure de la rivière Lek, les moulins de Kinderdijk sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous avons ici 19 moulins à vent, tous destinés à la gestion de l'eau. Les moulins à vent de Kinderdijk ne servent pas à moudre de la farine ou à toute autre activité industrielle, non. Ils font partie d'un ensemble destiné à la gestion de l'eau. Et c'est le dernier ensemble de cette importance que nous possédons aux Pays-Bas. Ils peuvent pomper une immense quantité d'eau, suffisamment pour assécher des lacs. Au XVIe et XVIIe siècle, ces moulins ont ainsi vidé l'eau des lacs, permettant aux Pays-Bas de créer de nouvelles terres. L'invention des moulins à vent fut à cette époque aussi importante que celle des ordinateurs aujourd'hui. Notre voyage est maintenant proche de son terme. Mais avant de revenir à Amsterdam où il a commencé, nous prenons la direction de Haarlem. Au XVIIe siècle, Haarlem est célèbre pour ses fleurs à bulbes, les fameuses tulipes. Quand en 1658 Peter Stuyvesant devient gouverneur de la colonie hollandaise de la Nouvelle-Amsterdam, il décide de donner le nom d'Haarlem à un petit village de l'île de Manhattan. Conquise par les Anglais, la Nouvelle-Amsterdam se changera en New York. Quant à Haarlem, le petit village hollandais, il conservera son nom pour devenir un haut lieu du jazz.
Entourée de rivières et de canaux, la vieille ville de Haarlem offre ses belles façades Renaissance aux rayons du soleil printanier. La sympathique agitation qui règne sur la place du marché de Haarlem n'aurait sans doute pas déplu au peintre Frans Hals, lui qui aimait tant traduire les mouvements de la vie à coups de pinceau. Né à Anvers en 1582, Frans Hals, encore enfant, émigre avec sa famille vers les Pays-Bas du Nord, comme beaucoup d'autres Flamands à l'époque. Installé à Haarlem, il y accomplira toute son œuvre jusqu'à sa mort en 1666. Frans Hals a été redécouvert au XIXe siècle par un Français, Théophile Thoré. À partir de ce moment, beaucoup de peintres modernes sont venus à Haarlem pour admirer les tableaux de Frans Hals, comme Van Gogh, qui admirait beaucoup son œuvre. Van Gogh ne regardait pas seulement chez Frans Hals sa virtuosité et l'aspect un peu brut de sa technique, mais également son travail sur la couleur. Il a remarqué quelque chose que l'on peut découvrir seulement chez un vrai peintre comme Frans Hals, à savoir les 17 nuances de noir qu'il y a dans ses tableaux. La technique de Frans Hals est en effet très moderne. En rupture avec le style lisse, détaillé et figé des peintres de son temps, il cherche en travaillant les formes et les couleurs à grands traits à capter l'éphémère. Il préfigure en cela la peinture du XIXe siècle et l'on comprend l'intérêt que lui portèrent Van Gogh, Claude Monet et les impressionnistes. Précurseur dans la forme, Frans Hals demeure dans la vie quotidienne un homme de son temps. Pendant 12 ans, il accomplit ses devoirs civiques au sein de la milice de Saint-Georges à Haarlem, à laquelle il consacre quelques-uns de ses plus grands tableaux. Au fil des rivières et des canaux, nous avons tenté de retrouver les paysages de campagne et l'atmosphère des villes de Flandre et de Hollande qui inspirèrent et où vécurent tant de grands peintres. Rubens à Anvers, Memling à Bruges et Van Eyck à Gand, Vermeer à Delft, Frans Hals à Haarlem et Rembrandt à Amsterdam. Chacun d'eux a contribué à sa manière, entre le XIVe et le XVIIe siècle, à faire de ce petit territoire situé au cœur de l'Europe l'un des hauts lieux de l'art universel. Tous, sans le savoir, ont contribué sans doute à faire émerger quelques siècles plus tard l'un des plus grands génies de la peinture. Génial parce qu'unique, et auquel on ne peut manquer de rendre hommage avant de quitter Amsterdam. Van Gogh. Si les visiteurs qui viennent ici le souhaitent, ils peuvent découvrir les œuvres de la période hollandaise de Van Gogh. Ils peuvent voir cette toile, Les mangeurs de pommes de terre, une œuvre que Vincent a réalisée après 4 années durant lesquelles il expérimente par lui-même le dessin
et la peinture. Avec les mangeurs de pommes de terre, il voulait dire à son entourage « Maintenant, je suis un vrai peintre. Je fais ce que je veux avec mon pinceau. » C'est la raison pour laquelle il a peint cette belle scène, très sombre, très intense, mais très caractéristique de son travail, montrant ces gens autour de cette table très humbles, pauvres, en train de manger des pommes de terre et de boire du café. Le plus important dans son travail était qu'il soit expressif, que la peinture soit expressive. Bien que les couleurs soient très différentes, si l'on compare les toiles de la période hollandaise aux œuvres réalisées à Paris et dans le sud de la France, les premières sont plus sombres et les suivantes plus lumineuses, parce qu'il avait découvert le travail des impressionnistes et qu'il était venu dans le sud de la France. Mais il a toujours conservé ce coup de pinceau si caractéristique et si expressif. Il ne s'est jamais vraiment soucié de reproduire avec précision la réalité. Il voulait seulement mettre dans sa peinture toutes ses émotions. Alors, d'une certaine façon, oui, il y a une continuité entre les premières œuvres hollandaises et les dernières toiles. Dutch works to the later ones.